criant, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, en compagnie, comme tous les lundis, ou presque, parce que la semaine dernière je n'étais pas là, d'Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe David. J'ai remarqué que vous n'étiez pas là, Philippe. Non. C'est pas bien ça. Non, on a fait néanmoins une excellente émission. Mais ça, je n'en doute pas. Et surtout, vous revenez de Marseille. Exact. Vous n'êtes pas allé voir du football, vous n'êtes pas allé voir Marseille-Brest, vous qui êtes un fan de football et de l'OM. Non. Mais c'était l'ambiance déjà dans les rues. Mais on a vu des jeunes se passer la balle sur plein de sujets de société. C'était plutôt intéressant. Oui. Oui, une centaine de jeunes qui ont échangé, débattu sur la santé mentale, sur qu'est-ce qu'il faudrait pour l'emploi de cette jeunesse. Et donc, on va avoir beaucoup de résolutions. On était accueillis à Marseille, capitale de la mer, c'est-à-dire des très beaux bâtiments qui sont sur le vieux port. Et donc, tous ces jeunes, c'était extraordinaire parce que ils se parlaient, ils étaient d'accord globalement, c'était une très très belle fraternité et pourtant ils étaient tous très différents et venus de très loin d'ailleurs. Et alors c'était l'étape marseillaise, il y avait eu Toulon, il y avait eu Nice. Quelle est la prochaine étape maintenant ? Eh ben l'étape c'est le 2 et le 3 mai, donc dans quelques jours à Saint-Sauveur-Gouvernet dans la Drôme, un petit village très sympathique néanmoins. On fait un petit clin d'œil, c'est-à-dire qu'après les grandes villes, on part dans un village, tout le village ça sera rassemblé samedi après-midi, samedi soir, pour parler de l'eau bien publique mondiale. Magnifique, c'est donc le week-end prochain. Exactement. Le 2 et le 3 mai. Vous pouvez venir, il paraît qu'on mange très bien dans la Drôme, Philippe David. Ah, mais on y mange très bien, je peux vous le confirmer. Il n'y a pas que le Douga du côté de la Drôme, je peux vous le confirmer aussi. Et il y a en revanche, ce sera après le lancement pour direction le Schnorr. Lille, le 3e sommet citoyen à Lille, le 12, 13, 14 juin, à Garage, notre partenaire qui nous accueille dans un lieu assez sympa, assez jeune, assez original, et qui justement montre qu'on peut se parler, qu'on peut échanger dans différentes configurations. Et si on veut s'inscrire, c'est sur le site internet www.idéal-du6 citoyen avec un S à la fin, .fr. On le connaît par cœur. Hein. Mais bien sûr. On pourrait, comme on a Sophie Darel avec nous, limite refaire les chansons de Stone et Chardin, je crois. Allez, au sommaire de cette émission. Ce soir, 2 associations qui, chacune à leur manière, restaurent ce que notre époque a souvent tendance à abîmer. La parole, le lien, la présence humaine. Dans un monde où l'isolement frappe un Français sur 4 et où seuls 30% des adultes se sentent à l'aise à l'oral en public, il devient urgent de recréer des ponts en France. 7 adultes sur 10 déclarent avoir peur de prendre la parole en public, parler, débattre, transmettre, ça s'apprend, ça se cultive. C'est la mission du Centre des Arts de la Parole, fondé et dirigé par Gérald Garouti, qui travaille à redonner force et confiance à la parole citoyenne, culturelle, politique, débattre sans s'affronter, convaincre sans écraser, un art nécessaire pour une démocratie vivante. Bonsoir. Bonsoir. En France, plus de 6 millions de personnes souffrent d'isolement. C'est près de 10% de la population, soit un score historique. Face à cette solitude silencieuse, l'association Stop à l'isolement agit depuis plus de 10 ans pour recréer des liens, réveiller les solidarités et redonner aux plus fragiles une présence au quotidien. Avec nous ce soir, Delphine Dupré-Lévesque, fondatrice de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Et une voix qu'on connaît bien. On vous avait avec nous vendredi dernier pour rendre hommage à Mike Brandt, dont c'était les 50 ans de la disparition. 2 fois de suite, ça fait beaucoup quand même. Je suis très contente. Et en plus, dans les vraies voix et les vraies voix citoyennes. Hein. Oui, en plus, ça va de soi. Sophie Darel, la marraine de l'association. Oui. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Stéphane Pellet. Eh oui, parce que je vais vous dire un truc, c'est un petit secret, mais moi, ça fait 3 saisons qu'on est ensemble. Et pour moi, c'est le plus beau moment de radio de ma vie. J'ai Gérald Garouti en face de moi. Parce qu'il donne la parole, il permet aux gens de s'exprimer, et surtout, il a 7 piliers dans son action, dont l'un, le dialogue, rime, résonne, renvoie
à la citoyenneté. Donc je me suis dit, il n'y a pas meilleur moment pour Aurélie Gros et moi, mais aussi pour vous, Philippe David, que d'avoir avec nous quelqu'un qui transmet ça, cet art de s'exprimer. Ça prend des tas de formes parce que Gérald, vous êtes metteur en scène, écrivain, vous défendez un art que vous dites qu'on n'oublie pas parce que c'est celui finalement avec lequel on vit, écouter, transmettre sans violence ni vacarme. Et donc, vous n'avez pas pu vous contenter de simplement être sur les planches, ou en tous les cas aider à ceux qui le veulent monter sur les planches. Vous avez créé cet art de la parole, ce centre du côté d'Aubervilliers, je crois. Et puis, vous avez aussi créé un événement, et on avait envie de vous entendre, donc tout ça, dans cet engagement citoyen. Quelle est la place de l'expression, finalement, pour se faire comprendre quand on est un citoyen? Bonsoir. J'ai pu apprécier en arrivant Parlons vrai en dessous de Sud Radio. Et puis c'est écrit beaucoup de fois, hein, donc là on ne peut pas le rater parce que là il y a à peu près 260 Parlons vrai, donc imaginons que quelqu'un veuille parler faux dans ce studio, il se serait aussitôt senti sentir mal, très très mal. Et je pense que parler vrai c'est très important, mais parler juste c'est pas mal aussi. Et quand je dis parler juste, j'entends par là à la fois une forme de justesse et une forme de justice. Dans un monde où on parle de plus en plus et on se parle de moins en moins. Et où on s'écoute de moins en moins. Et où la parole est devenue essentiellement balistique. C'est-à-dire où il s'agit de balancer littéralement son tweet, son trait, sa vanne, son clash. Et donc on impacte. Ce qu'on appelle en bon français sa punchline. Sa punchline, c'est exactement ce qui est littéralement la ligne qui cogne. Voilà. Donc quand on dit la ligne qui cogne, c'est encore plus parlant. Et donc l'enjeu, le problème de cette situation actuelle, c'est que évidemment ça parle beaucoup, ça s'écoute peu et ça cogne énormément. Et donc, comment avoir une parole qui soit juste, non pas une arme de destruction massive, mais un art, et même je dirais, et vous l'avez dit Stéphane, des arts de construction collective. C'est tout l'enjeu. Mais justement, Gérald Garuti, avec Aurélie Gros, nous étions samedi avec donc une 60-70 jeunes qui venaient d'un peu partout de la France, qui souvent avaient des responsabilités. Certains avaient accepté d'être adjoints au maire dans une municipalité, d'autres avaient fondé des associations. Mais eux, ils disaient bien que c'est pas toujours en s'exprimant avec les mots que l'on se fait comprendre. Comment on fait pour, quand on est un peu, quand on n'est pas doué pour ça, par exemple, ça peut arriver. Comment on fait pour faire valoir son point de vue, son analyse, si on ne sait pas l'exprimer? Mais ça s'apprend. Ça se travaille, ça se cultive. Vous savez, en Angleterre, où moi je mets en scène la moitié du temps, à l'école, primaire, secondaire, l'après-midi, on joue du Shakespeare. C'est-à-dire que, oui, et quand vous avez 10 ans, vous jouez Hamlet, le Roi Lear, l'après-midi, devant des gens, et ça n'est pas simplement une petite récréation, c'est vraiment un engagement collectif, et donc évidemment, le rapport à la confiance, à ce qu'on appelle la prise de parole, à l'incarnation, à la cohésion collective, tout cela est développé autrement. Et en France, on a un peu toujours peur de lever le doigt en se disant on va se faire défoncer la gueule dès que on se trompe. Carrément. On a quand même un peu, dans ce studio, c'est plutôt l'inverse, on est tous habitués à parler, nous sommes nous parlons des voix. Notre voix, c'est notre métier. Hein. Notre voix, c'est notre métier. Et heureusement, et vous le disiez, Stéphane, notre outil de travail. Voilà, il y a des voix citoyennes qui se font entendre. Mais moi, je pense de façon extrêmement démocratique que tout le monde peut accéder. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués, évidemment, comme tout, comme en gymnastique. Moi, je suis nul en gymnastique, par exemple. Je suis moins doué pour ça. Mais par contre, on peut toujours travailler. Voilà, on peut toujours développer ça. Et je pense que c'est un enjeu, aujourd'hui, de développer les arts de la parole, de façon citoyenne. Mais est-ce que l'oralité est assez travaillée à l'école? Moi, je me rappelle, on travaillait à l'école en apprenant les poésies, notamment les fables de La Fontaine. Et aujourd'hui, alors, mes enfants sont grands, mais je constate qu'ils avaient quand même pas beaucoup de par cœur. Les fables de La Fontaine, je pense que pour eux, c'était rendez-vous en terrain inconnu. et que, est-ce que ça n'a pas baissé le niveau d'oralité des gens? Parce que les fables de La Fontaine, de mémoire, c'était en CE1, CE2, CM1, je précise, Philippe David est un grand inquiet sur la situation. Ah oui. Non, un vrai réaliste. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'est vraiment le cas. T'as bien raison. Mais pour aller un peu dans votre sens, alors on a créé ce grand oral au bac. Mais au grand oral, vous savez, les professeurs sont à peu près aussi terrorisés que les élèves. Ah oui. Mais parce que, en fait, ils se retrouvent avec des gens qui parlent d'une chose qui n'est pas leur matière. Vous avez des professeurs qui vont avoir en face d'eux, on leur présente un exposé. Et moi, ce que je pense, c'est que tout ça, ça se travaille pour tout le monde, aussi bien les élèves d'ailleurs que les professeurs. Moi, j'ai été frappé, j'ai passé une partie de ma vie à enseigner. On ne nous a pas vraiment appris à parler devant des classes. On nous a appris à faire d'autres choses. Donc,
Donc c'est pour ça que vous avez créé, dites-nous en quelques mots, puis mais après moi j'avais juste une question, juste une question Stéphane, juste 2 secondes par rapport à cet art de la parole. Vous ne pensez pas que l'apparition aussi des réseaux sociaux fait que cette jeunesse, au-delà de l'éducation, ne communique que à travers ça? C'est-à-dire que c'est une petite question. Non, mais parce que c'est une question qui est essentielle. On en a beaucoup parlé à Marseille. Vous avez 2 jours. Voilà. Par rapport aux 4 heures de la philo au bac, c'est très court. Petit sujet pour le 21e siècle, oui. Non, évidemment, je pense qu'on vit une révolution anthropologique. Je pense qu'on est vraiment en train de changer dans le rapport aux autres, dans le rapport à soi-même, dans le rapport à la connaissance, dans le rapport au temps. C'est-à-dire que c'est une révolution globale, peut-être comparable à l'imprimerie, qui a vraiment provoqué des choses radicales. Donc bien sûr que c'est un changement. Moi, j'essaie de ne pas être aussi réaliste, pessimiste que je voudrais l'être. Non, je ne vous pointe pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Je suis habitué. Voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces outils. Voilà. Avec un couteau, vous pouvez couper du pain ou transpercer un ventre. Donc on a des outils qui sont donnés là. Comment est-ce qu'on arrive non seulement à les utiliser, mais par rapport à la parole aussi à donner accès. Vous parlez par exemple du par cœur. Si c'est la machine qui sait, si c'est le portable qui sait, si on n'a plus besoin de savoir soi. Bon, donc je pense qu'il faut marcher sur ces 2 jambes et aussi avec la. Voilà. Moi, je trouve que cette émission c'est vraiment le meilleur, même si on parle de Shakespeare. On se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat passionnant avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet et nos invités. On parle en ce moment avec Gérald Garutti, fondateur du Centre des Arts de la Parole. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec un débat sur l'art de la parole, avec bien évidemment Aurélie Gros, Stéphane Pellet et notre invité Gérald Garutti. Alors, Gérald Garutti, je vois que vous avez eu une question, Stéphane Pellet. C'est surtout que la pub vous a coupé le sifflet. Il fallait qu'il réponde à celle d'Aurélie Gros, qui, comme souvent, pour les dernières 30 secondes, toujours, dit, alors, dans les 2 siècles qui viennent, comment on va faire pour s'organiser? Vous avez 4 ans. C'est déjà énorme, compte tenu du temps qui file. Non, Gérald, d'abord, rappelons une chose. Donc, vous êtes metteur en scène, écrivain, défenseur donc de cet art qu'on oublie souvent, l'art de parler, d'écouter, de transmettre. Vous passez, je crois, la moitié de votre temps sur les scènes plutôt à Londres. Je dis à Londres ou en Angleterre, ou essentiellement à Londres, qui est une ville géniale pour le théâtre, pour la comédie musicale aussi d'ailleurs. Et puis vous avez créé le Centre des Arts de la Parole. Racontez-nous quand même cette aventure. Oui, le Centre des Arts de la Parole, je l'ai créé avec une mission plutôt simple, se parler plutôt que s'entretuer. C'est bien. C'est simple, c'est cash. Vous êtes fait élire dans tous les pays du monde. Oui, surtout en ce moment d'ailleurs. On voit qu'il y a un petit match planétaire là. Vous allez vous faire traiter de bisounours. Oui, mais vous savez, les révolutions ont commencé par des utopies, et la révolution qu'on nous promet actuellement est plutôt destructrice. Donc il faut essayer d'avoir des contre-modèles, et on essaye. Et déjà donner un peu d'espoir, c'est un commencement, et notamment l'espoir de pouvoir se parler, et de se parler autrement pour refaire société, et pour essayer de créer du lien et de la cohésion dans un monde de plus en plus atomisé. Donc le projet, c'est se parler pour se relier, et avec le maximum de points d'entrée possibles. On a par exemple organisé des états généraux de la parole cet automne, pour se demander comment est-ce qu'on se parle aujourd'hui dans le monde du travail, à l'école, pour la jeunesse que vous évoquiez tout à l'heure, dans la sphère publique. Bon, quel est l'état de la parole? Comment, par exemple, on peut s'écouter davantage? Comment on peut partager des bonnes pratiques? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent « mais je ne suis pas écouté, je ne suis pas entendu, on se parle mal, on se parle plus violemment ». Donc ce besoin-là, on s'aperçoit qu'il est devenu extrêmement massif, extrêmement collectif, et que cette souffrance-là, ce besoin d'une parole qui soit pas destructrice, mais qui soit parole de lien, on le retrouve, d'où la vivacité des associations, d'où la vivacité de ce type d'initiative. Vous parlez de voix citoyenne, il y a voix et citoyenne. Comment vous faites pour que ce soit partagé au plus grand nombre? Parce que pendant longtemps, le pouvoir de la parole, c'était au contraire un pouvoir de quelques-uns. Rappelez-vous, on disait, c'est un grand tribun d'un grand responsable politique, souvent par simplement un D'ailleurs, grand les tribuns discours. ont disparu
rue. Jaurès ou je ne sais quoi, faisant un très grand discours, à lui seul, ça suffisait à lui ouvrir la voie. Donc il y a quand même encore un enjeu de pouvoir. Alors il y a toujours un enjeu de pouvoir, et avec des discours comme Martin Luther King, vous pouvez changer le monde, ou Gandhi ou quelques autres évidemment. L'époque est très différente. D'ailleurs la parole est très atomisée, mais ce que nous préconisons, puisqu'il s'agit aussi de proposer des résolutions dans les voies citoyennes, si je l'ai bien compris, déjà nous préconisons 2 choses. D'abord les arts de la parole à l'école, voilà, c'est-à-dire enseigner le dialogue, le débat, comment on incarne sa parole, l'écoute, et à tous les âges. Voilà, ça c'est un enjeu parce que c'est fondamental et ça résoudrait beaucoup de problèmes de harcèlement, de sentiments d'isolement, de sentiments d'incompréhension. Voilà, ça c'est un premier axe. Et le deuxième axe, c'est des formations à l'écoute dans le monde du travail. À tous les niveaux, c'est-à-dire entre salariés, patrons, entre syndicats, enfin vraiment pour faire en sorte de développer cette capacité. Moi je suis assez sidéré de voir que notamment les formations de prise de parole en public ne prennent jamais en considération l'écoute. C'est quand même intéressant. Donc apprendre à écouter, c'est la base. Et là moi je vous parle en homme de théâtre, la première chose qu'on demande à un acteur, c'est pas de parler, c'est d'écouter. Parce que le vrai acteur sur scène, c'est celui qui va écouter et faire exister toute la situation. C'est la condition de la parole et de l'écoute de la parole. Et les grands acteurs écoutent les autres acteurs, ils écoutent le public. Donc nous, c'est pour ça qu'on forme à la parole, à l'écoute, comment on incarne, comment on arrive à formuler sa parole, comment on arrive à incarner, comment on arrive à transmettre, comment on arrive à créer de la cohésion. Et ça vaut, on s'en aperçoit parce qu'on est contacté par tous les milieux. Gérald Garuti, Sophie Darel boit vos paroles. Oui, mais surtout, Sophie, je me posais une question. Vous avez parlé pendant des années, là vous êtes au théâtre, mais à des millions de Français, des dizaines de millions, quand vous étiez avec Guy Lux ou Patrick Sébastien, est-ce que vous avez... Il n'y avait pas de prompteur à l'époque? Ah non, ça n'existait pas. Et comment? Parce que vous parliez avec une facilité et vous n'aviez pas le trac pour expliquer à notre ami Gérald Garuti. Je pense qu'on a toujours le trac, mais ça s'apprend, on apprend à le maîtriser en fait, et parfois même à se trouver bien dedans. On s'habitue à avoir le trac, il faut faire avec. Tout le monde là, parce que quand on prend un direct d'une 20h30 ou quelque chose comme ça à la télé, forcément, on est un peu angoissé. Mais après, on s'habitue. Voilà. Et je trouve que c'est un exercice formidable. Sur le trac, permettrait, avant de redonner la parole, une citation de Sacha Guitry, une actrice qui disait, vous savez, moi, le trac, je ne sais pas ce que c'est. Et il lui avait répondu, vous savez, ça vient avec le talent. Ah oui, je connaissais ça. Oui, c'est belle. Je pense qu'un des plus grands maux de cette société, en fin de compte, c'est l'individualisme qui est en train de monter. Et on parlait souvent avec Monsieur Pelé, avec Stéphane. Vous voyez, là, Stéphane. Oui, Stéphane, vous voyons-nous. Moi, je ne vous connais pas. Plus de raison de vous tutoyer, mais bon. Alors. De lancer une grande campagne nationale avec une affiche, parce qu'ils aiment bien faire des affiches, avec marqué « Si on se parlait ». Mais oui. Parce que bien sûr, je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus grand mot de la société. Je prolonge justement, Gérald Garuti, dans notre champ à nous, de la citoyenneté, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'on peut faire pour que qu'on sorte un peu du système je n'ai pas la parole, donc finalement je ne peux pas m'exprimer, ou alors j'ai des porte-paroles. Vous savez, souvent ça marche comme ça. C'est d'ailleurs la démocratie est dite représentative, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour nous représenter et prendre la parole à notre place. Comment on peut faire pour que ce ne soit pas que du bavardage? On n'est pas toujours d'accord en plus. Alors, moi je pense que l'enjeu vraiment, c'est comment on arrive à préserver une forme d'humanité à toutes les échelles, et notamment à l'échelle humaine. Le problème des porte-paroles, alors c'est très important les porte-paroles, mais d'abord la parole est médiatisée, on voit ce que ça peut donner parce que ça peut être justement encore plus violent. Donc il me paraît important, et que ce soit au niveau des associations, des collectivités, d'organiser en particulier la transmission d'outils, et encore une fois je pense que ça commence par l'écoute et par l'écoute réciproque, et donc donner les moyens. Vous disiez, et si on se parlait? Je trouve que mon livre s'appelle Il faut voir comment on se parle. Vous pouvez le montrer, on est filmé. Je le montre parce que, pour le coup, c'est pas seulement un hommage à Souchon. Souchon disait, il faut voir comment on nous parle. Mettez le plus près du micro pour être dans l'axe de la caméra. Voilà, d'accord. C'est pas la caméra, donc je le montre. Voilà. Donc, il faut voir comment on nous parle, disait Souchon. Et à l'époque, il y a 30 ans, il y avait nous. Voilà, il y avait c'était, on peut dire, le marché, et nous, on était encore un commun, une communauté. Aujourd'hui, on se parle, et ça rejoint ce que vous disiez sur l'individualisation, ça veut dire que chacun est dans sa petite bulle. Bon, et ben moi je pense que déjà, et je donne un outil très technique, c'est un exemple. Quand on vous parle, un outil,
essayez de ne pas préparer votre réponse pendant que l'autre est en train de parler. C'est pas facile. J'imagine que, évidemment, je parle là à 4 journalistes, et donc je sais très bien que c'est extrêmement... Nous, on est bénévoles. Bénévole. Oui, ça change rien, ça c'est... Non, mais je veux dire que pour être vraiment dans une écoute de présent, si on est déjà dans sa tête, on a du mal à accueillir. Alors justement, si vous lanciez un appel ce soir, puisque finalement c'est votre fonction, l'art de la parole, c'est aussi ça, à des collectivités, à des écoles, à des ministres concernés, vous leur diriez de faire quoi? Commencer par quoi, en dehors des grands principes que vous venez d'énoncer? Vous proposez quoi d'ailleurs? Des formations, c'est ça? On propose plein de choses. On propose d'abord une sensibilisation et on propose un mouvement collectif avec ces états généraux de la parole. On a organisé des actions sur des territoires, des ateliers. On a organisé avec le SAMU social et la Croix-Rouge pour donner la parole à des gens qui ne l'ont pas, animer des récits. Et simplement cet enjeu de créer du lien par la parole, je pense que beaucoup d'associations le font déjà, mais le thématiser par la parole, c'est-à-dire vraiment se demander comment on se parle. Je pense que c'est fondamental. Et d'avoir cette conscience-là, et évidemment, vous parlez des politiques, ils ont une responsabilité d'exemplarité, une responsabilité fondamentale, et de prendre en compte cet enjeu, et d'essayer déjà, chacun, c'est ce que disait Gandhi, sois toi-même le changement que tu veux dans le monde. Donc si chacun des politiques, par exemple, fait attention à sa parole pour qu'elle soit pas seulement impactante, mais juste, et on peut me dire que c'est une utopie. Oui, je pensais. Mais si on continue comme ça donne ce qu'on est en train de voir. Et je pense que ça ne va pas s'arranger. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? On me dit souvent, lors de l'étape, je vais arriver justice à Nice, que beaucoup de personnes tombaient dans la violence parce qu'elles n'avaient pas le vocabulaire. Et qu'au bout d'un moment, elles n'avaient plus d'arguments verbaux et que donc elles tombaient dans la violence pour certaines. D'où l'importance de l'école. Et est-ce qu'il n'y a pas... Moi, je le constate... je vais pas être méchant, mais en écoutant certaines émissions de télévision... Des noms. Je ne dénonce personne. C'est dommage. Est-ce que quelque part, c'est pas une question qui se pose quand même, cette absence de vocabulaire pour l'oralité? Il y a une étude qui montre qu'en dessous de 500 mots, si vous connaissez moins de 500 mots, vous vous mettez à cogner. Ah bon? Si vous avez moins de 500 mots de vocabulaire, vous avez spontanément le réflexe de frapper plutôt que de verbaliser au sens de mettre en mots. Je connais un gars qui connaît 4 mots. Make America Great Again. Aux États-Unis, on est en train d'enlever des mots effectivement, le fait de réduire les mots, ça évidemment, ça empêche de penser. Non, mais surtout que la langue française, désolé, je suis polyglotte, est une des langues les plus précises qui existent dans le monde. C'est pour ça qu'elle a souvent été utilisée dans les traités internationaux pour les traités de paix. Parce qu'elles étaient très précises. Vous savez qu'à la cour de Russie... C'était la lingua franca, on parlait français. À la cour de Russie, on parlait français. Alors, pour celui qui a donc introduit la langue de Molière au pays de Shakespeare, puisque c'est ça votre métier, votre vrai métier, donnez-nous une résolution à prendre, et puis on essaiera de la porter au sommet citoyen, et puis ensuite vous nous direz aussi comment vous aider, vos coordonnées, le site internet. C'est moi, normalement. C'est insupportable de ne pas suivre le conducteur. Se faire piquer la parole. Il pique la parole, il réfléchit comment me la piquer en plus, il n'écoute pas ce que je dis. On a un metteur en scène, c'est le remake de Règlement de compte à OK. Est-ce que je peux vous l'envoyer en formation, faire quelque chose? Vous pouvez faire quelque chose pour lui ou pas? Le spectacle est parfait, je n'ai rien à faire là. Ça se fait tout seul. Alors moi, j'insiste sur cette question, j'y reviens parce que je le trouve très très absent sur la parole, notamment le fait d'avoir droit à la parole, de donner la parole, de libérer la parole. Et je pense que parfois on confond libération de la parole et déchaînement de la violence aujourd'hui. Je pense évidemment qu'il y a des choses qu'il faut qu'on entende et qu'on formule. Donc moi, s'il y a une résolution à prendre, c'est vraiment de former à l'écoute. Voilà. Je pense que de former à l'écoute, c'est fondamental. Et pas seulement à l'empathie, puisque l'empathie, c'est l'identification. L'écoute, il y a des techniques qui viennent du théâtre, qui ont 25 siècles, qui viennent de l'éloquence, etc. Donc, ces techniques-là, elles s'apprennent, et nous, on intervient aussi bien dans des entreprises, des collectivités, des écoles. Quand on commence à le faire, les choses se transforment. Le rapport à la parole se transforme. Message aux collectivités, message aux enseignants, aux écoles, aux ministres concernés. Aux ministres, vraiment, et dans le monde du travail, j'insiste, on reçoit des messages, écoutez, vous pouvez intervenir, ils sont dans des bureaux voisins, ils s'envoient des mails. Oui. Donc, non mais voilà, donc à un moment, on ne faut pas s'étonner qu'il y a un problème de collectif, de cohésion, de société. Voilà, donc cette question de développer l'écoute, et ça se travaille. Et pour vous aider ?
Pour nous aider, c'est simple, nous contacter et Où ça sur le site du Centre des Arts de la Parole, centredesartsdelaparole.fr. Notre adresse c'est contact@centredesartsdelaparole.fr. Il y a plusieurs entrées et notamment si vous souhaitez qu'on intervienne et qu'on réfléchisse avec vous à comment faire, vous nous contactez et soit nous on peut le faire, soit on peut vous proposer des idées pour développer quelque chose, quel que soit votre niveau. Voilà, collectivité, association. Moi je voudrais qu'il m'engage à Sud Radio. Qu'est-ce que je dois faire? Restez vous-même. Merci beaucoup Gérald Garutti, fondateur du Centre des Arts et de la Parole. Quand vous avez cité Shakespeare dans quelques instants, To be alone or not to be alone, Aide Stop à l'isolement, c'est la deuxième association qu'on va recevoir avec Delphine Dupré-Lévesque, sa fondatrice, et la marraine Sophie Darel. Oui, c'est moi-même. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes, comme tous les lundis. Le grand bonheur d'avoir Aurélie Gros et Stéphane Pellet, les deux co-présidents, dont l'un, a priori, prend un peu la parole de l'autre. Je rappelle peut-être des souvenirs qui créent des dissensions au sein du groupe. Non, parce que depuis que vous m'avez dit que j'étais un génie, moi ça va beaucoup mieux, je me sens mieux. Là. C'était en off. Moi, ça a été filmé par notre public favori, donc absolument. Merci Philippe en tout cas. Et on reçoit maintenant une très belle association Stop à l'isolement avec sa fondatrice Delphine Dupré-Lévesque et la marraine Sophie Darel, qu'on ne présente plus. On écoute ceci. Vous en avez marre de vivre? J'en ai marre, oui. Ouais, c'est des journées entières seules ici, ça. Vous sortez pas? Un peu, je fais des courses. Hein. Mais des fois, je parle pas pendant 48 heures ou 52 heures. Hein. Je vais les calculer, ça. Aurélie Gros. On l'a dit tout à l'heure, parler, en fin de compte, c'est créer du lien. Écouter, c'est reconnaître l'autre. Et je pense que le constat est unanime. Si notre démocratie est hélas si malade, et elle va continuer à se détériorer. Merci. Heureusement que c'était moi le pessimiste. En fin de compte, parfois, elle oublie ses gestes simples, parce que parler, c'est un geste simple. C'est quelque chose. On est tous heureux quand on entend notre enfant dire le premier mot, qui est généralement maman. Mais bon, des fois, ça arrive que ce soit mamie ou autre chose. Papa, c'est rare, mais en tout cas, voilà. Allons-y. Et c'est vrai que vous mettre tous les deux ces deux associations ensemble pour parler, mais aussi d'écouter. Et quand on parle d'isolement, moi, ce qui me touche beaucoup dans cette association, c'est que ça reste un mot qui est dévastateur. Ça reste l'isolement chez les personnes âgées, mais aussi chez les personnes handicapées. On en parle jamais, c'est un peu passé sous silence. On parle de la situation des EHPAD, on parle, mais en fin de compte, ce qui compte, c'est l'humain et comment on répare ces gens-là et comment, à un moment, on recrée du lien. Et c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment, vraiment très heureuse de recevoir Delphine Dupré-Lévesque. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Et bien entendu, sa marraine que tout le monde connaît. Ah bah oui, je suis la marraine. Qui a une voix la marraine, alors. Exceptionnelle, Sophie Darel. Et j'aurais envie de vous poser la première question, mais comment est née cette superbe association Stop à l'isolement? Sur quel constat? Pourquoi vous avez monté ça? Alors, Stop à l'isolement a pas 10 ans, mais en fait a exactement 5 ans. Il est né le premier jour du premier confinement. En fait, ça a été une réaction un peu en urgence où finalement ce qui s'est passé aussi au premier confinement, c'est que les résidents ont été confinés 15 jours avant la population générale et que pendant ces 15 jours il y a eu un choc en fait émotionnel à la fois pour les professionnels, pour les résidents qui se sont retrouvés dans une situation d'enfermement et pour les familles dont on pensait qu'elles ne venaient jamais, mais là finalement elles se sont beaucoup manifestées et du coup je savais pas comment pouvoir intervenir pour être au plus près, en tout cas soutenir et les familles et les professionnels et les habitants des EHPAD pour pouvoir les aider et essayer de rompre en fait justement tout cet isolement dans lequel ils ont été plongés en quelques heures en fait, sans préparation. Hein. Et du coup, j'ai fait un petit appel comme ça j'ai créé une page Facebook. Puis en faisant la petite vidéo, à la fin, j'ai dit et puis comme ça, on dira stop à l'isolement. Mais voilà, c'est né comme ça. Et puis en fait, la situation a été dramatique.
et il y avait beaucoup de morts. Et là, j'avais une amie qui s'appelle Sophie Darel. Oh, c'est gentil. Et là, je lui dis au secours, il faut absolument que tu m'aides, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et je lui dis, écoute, l'actualité est dramatique, essaye de proposer une petite vidéo avec les chiens, parle de tout ça et on va essayer de dédramatiser. Donc on a commencé une première vidéo où, Sophie a commencé à raconter des anecdotes. Alors on était très éloignés, mais on faisait avec nos téléphones un peu comme on a pu. Et puis un jour je lui dis, tu sais, je crois que ça suffit pas, il faut encore se battre. Et là elle me dit, est-ce que tu veux qu'on appelle Michel Drucker? Et là, qui était là tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ça. Et donc Michel Drucker, 2 minutes plus tard, après avoir parlé à Sophie, il m'a appelé. Alors c'est moi j'ai été très touchée, très émue d'avoir Michel Drucker, mais qui a fait un boulot phénoménal. Il est formidable. Voilà. Vraiment, et Sophie et Michel ont fait. On lançait en fait complètement ce mouvement et on proposait des vidéos extrêmement régulièrement. Puis Sophie nous a permis de toucher aussi de très 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 nombreux artistes. Et finalement au départ c'est Stop à l'isolement, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus faire des messages de solidarité. Et puis petit à petit le réseau a pris une ampleur incroyable et on s'est transformé en un site qui aujourd'hui fait des millions de vues et voilà. Donc c'est vraiment à l'origine c'est vraiment Sophie. Et puis, arrêtez, je suis gênée là. Sophie, c'est à vous là. Est-ce que c'est vrai? En partie, oui, parce qu'elle elle se débrouille pas mal. Il faut dire que c'est carrément un orage permanent. Ça bout tout le temps. On se dit qu'est-ce qui va se passer? Non, elle est extra. C'est pas pour lui faire des compliments, mais c'est vrai que c'est une nature. Est-ce que vous étiez sensibilisé par la cause de l'isolement avant la création de Stop à l'isolement? Ah oui, elle n'a pas eu de mal à me convaincre parce que je pense que c'est un désespoir, les personnes âgées qui se retrouvent seules. Et ça n'intéresse pas les gens, les personnes âgées. Alors bien sûr, quand il s'agit de jeunes, d'enfants, etc., et c'est normal, mais il y a aussi tous ceux qui sont vieux et qui se retrouvent tout seuls, où la famille va pas forcément les voir, ou parfois ils voient les petits-enfants une fois par an, enfin, elle le sait mieux que moi. Même les enfants, parfois, moi désolé de témoigner, j'ai vu ça quand ma mère était très gravement malade en EHPAD. Le jour de Noël, on va la voir, et on avait sympathisé avec les gens de l'EHPAD qui nous disent, mais... Vous voyez, la dame, là, elle a ses enfants, ils viennent une fois dans l'année, le jour de Noël, et ils mettent plus le pied. Je dis, mais ils habitent à l'autre bout de la France. Sinon, non, ils habitent en Île-de-France aussi, mais ils viennent une fois par an. Ça m'avait déchiré le cœur pour cette pauvre dame. Mais c'est vrai, mais c'est ça le drame des personnes âgées, parce que quelqu'un qui est vieux, c'est pas joli, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais oui, non, mais c'est ça. Mais pas nous. Ah bon, pas peur. Nous, on n'a pas peur. Il y a une autre chose aussi qui fait que c'est le décalage, et justement, c'est par rapport à cette parole. Stop à l'isolement, c'est un support à la papote. C'est-à-dire que tous les jours, ça vous propose 2 minutes de vidéo. Et justement, pour créer du lien et avoir un sujet de conversation, le problème, c'est quand on va voir une personne âgée, même si on est volontaire, au bout de 10 minutes, on ne sait pas de quoi lui parler. On ne sait plus quoi se dire. Voilà. En fait. Et là, en fait, en prenant le site, alors je me souviens très bien d'une fois où j'ai présenté le site. Il y avait une petite jeune stagiaire et donc elle a été sur Nos Stars parce que ça lui plaisait. Et donc elle a cliqué sur Sophie Darel. Elle dit oh là là. Elle avait un goût formidable. Franchement, elle était bien. Mais elle a fait ça en disant mais c'est dingue, je connais personne, je la connais pas. Et la dame à côté, au contraire, a dit ah mais moi Sophie Darel, ça me rappelle tellement de choses, etc. Et du coup, la petite, elle était hyper intéressée et pour une fois, la parole de la personne âgée était reconnue en fait. Elle avait quelque chose à apporter à cette jeune fille. Et voilà, et c'est comme ça qu'on crée du lien. Donc l'idée de ce site, c'est un support en fait à la papote. Voilà, c'est vraiment ça. C'est de quoi je vais pouvoir parler et échanger chaque jour. Et en fait, sur le site Stop à l'isolement, du lundi au dimanche, il y a un programme. En fait, c'est des programmes qui durent 2 minutes, 5 minutes. Mais voilà, tous les jours, il y a un nouveau programme. Enfin, toute la semaine, donc lundi en chanson, le mardi en cuisine ou prévention, le mercredi c'est la parole des Gros adore chanter, il va falloir faire des vidéos avec elle. Avec plaisir. Donc on a justement la chance d'avoir avec toi. D'avoir Sophie qui a chanté aussi pour le site et on a Michel Drucker qui nous a fait des recettes de cuisine et qui continue en fait de faire des vidéos à chaque émission avec des stars qui viennent faire un petit message pour Stop à l'isolement. Vous avez aussi la question de la transmission parce qu'on voit sur votre site qu'il y a des vidéos aussi des personnes
isolée elle-même ou des messages qu'elle passe. J'ai vu l'histoire de cette femme qui était infirmière et qui parle du changement du monde par rapport à aujourd'hui et l'évolution. C'est extraordinaire. Quand on parle du système de santé, je pense que c'est elle qu'il faut aller, voir c'est sûr, pour pouvoir faire notre loi de programmation et d'orientation santé. Parce que le constat est quand même exceptionnel. Donc c'est beau aussi ce côté transmission. Tous les mercredis, c'est Parole d'aînés, c'est exactement ça. Et pour revenir sur cette dame, elle a dit que ce qu'on lui avait enseigné, le grand professeur de médecine lui avait enseigné, c'est que le premier soin, c'est le sourire. C'est vrai. Bah oui, c'est pour ça que je souris tout le temps, même si ça énerve. Moi, j'ai des bananes tout le temps. Tout le monde sourit tout le temps dans le studio de Sud Radio. Vous êtes bien dans les vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On se retrouve dans quelques instants avec cette très belle association Stop à l'isolement. Vous avez quelque chose à leur dire, vous, l'homme de théâtre, je suppose? Bravo. Mais si vous avez un peu plus à dire, ce sera après la pub. On se retrouve dans quelques instants. Faut apprendre à parler quand même. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet et cette très belle association Stop à l'isolement avec sa fondatrice Delphine Dupré-Lévesque et la marraine de l'association, Sophie Darel. Vous aviez une question ? Il me semble, Gérald ou pas, ou c'était juste un bravo. Ou alors vous considérez que je vous prends de court et que c'est au Il n'a rien à demander, moi, je crois. Non, je trouve que on est pour moi au cœur de l'essentiel, c'est-à-dire créer des liens. Et vous savez, tous les soirs, vous parliez de vos parents. Moi, ma mère me lisait Le Petit Prince tous les soirs. Magnifique. Et quand j'étais enfant, il y a ce personnage du renard qui demande au Petit Prince, mais si tu persévères, tu pourras m'apprivoiser. Et que signifie apprivoiser? Ça signifie créer des liens. Et je pense que la question de créer des liens, ce qu'on retrouve même dans l'idée d'association, d'accord, comment on va arriver à travers des générations, à travers des différences. On a aujourd'hui beaucoup de mal avec la différence, on se rabat sur le même, on se renvoie du même. Je pense que se faire rencontrer des différences, c'est une clé, et c'est une clé pour construire ensemble et vivre ensemble. Delphine Dupré-Lévesque, une réaction? Alors, il parle du vivre ensemble, et le slogan de Stop à l'isolement, c'est ensemble. Voilà. L'idée, c'est vraiment qu'on essaye de se co-construire, de grandir ensemble et jusqu'au bout. Stéphane Pellet. Alors, il y a une chose que vous avez cachée aux auditeurs, c'est aussi votre parcours universitaire de grande qualité. Vous êtes anthropologue, c'est ça? Et moi, l'historien qui vous écoute, je suis fasciné parce que là, à l'instant, vous venez de répondre sur la question purement humaine, anthropologique. Donc, comment, avec une association, on peut changer quelque chose? Comment on peut répondre? À quoi elle sert finalement, au fond, cette association? L'idée, c'est justement d'essayer de travailler sur l'échange à la fois. L'objectif vraiment de Stop à l'isolement, c'est aussi de de donner de la visibilité aux plus invisibles. Et dans notre société, on en a deux sortes de personnes invisibles, qui sont les personnes handicapées et les personnes âgées. Très juste. Voilà, ces personnes-là, on ne veut pas les voir, on ne les entend pas, on ne les écoute pas, on ne leur donne pas la parole. Et l'idée, de cette association, et si on avait un combat à mener, c'est vraiment celui-là. Essayer de trouver en chaque être que chacun a quelque chose d'intéressant à dire et que chacun va apporter quelque chose à l'autre. Alors justement, vous l'avez fait sous la forme parce que j'allais dire d'un concours. Allez-y, vous pouvez le montrer, on est filmé. Alors voilà, montrer déjà. Et qu'est-ce que ce concours? Alors là, on a le 2024. C'est le dernier, celui-là. Vous viendrez nous montrer le 2025. Ah oui, mais je reviendrai. Voilà. Avec ça, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Tu te débrouilles bien. T'as vu ça un peu. Mais voilà, au moins je suis bien formée et Sophie m'a appris beaucoup de choses et a parlé aussi et devant les caméras. On a tellement besoin de vidéos aussi. Mais voilà, j'ai appris. Si, moi j'ai appris. Je pense que j'avais pas beaucoup de talent pour ça, mais arrête, voilà. Là, elle veut des compliments. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Alors, voilà. Ça, c'est donc j'ai créé ce concours et cofondé avec Solène Brugère qui est avocate. On s'est rencontrés un jour avec cette fille formidable et on a parlé de poésie. Et à la fin du repas, le concours de poésie était né. On n'avait pas un centime, mais par contre, on avait une envie énorme.
Et donc, voilà, on a commencé à appeler Madame Bourguignon, qui était la ministre des Personnes âgées à l'époque, qui nous a suivis à fond et qui nous a prêté donc la salle Larocque où on remet chaque année le prix. Et là, l'idée, c'est que finalement, on donne la parole à des personnes vraiment qui ne l'ont jamais. Et on les rassemble autour d'une thématique qui est autour d'une activité qui est la poésie. Et chaque année, on trouve une thématique. Donc la première année, c'était celui-là, là, voilà, prendre le temps. Et on a reçu vraiment, je crois qu'il y a eu, il y a eu des milliers de participants, puisque les poésies, elles sont soit intergénérationnelles, soit individuelles, soit collectives. Donc on peut écrire à plusieurs. Et ce qui est le plus marquant en fait sur cette aventure, c'est que, alors je vais vous raconter une anecdote. Dans cette année, il y a dans les EHPAD, vous avez des personnes qui sont des bénévoles et qui viennent faire de la lecture aux personnes âgées. Oui. Et c'est de la lecture individuelle en fait. On va de chambre en chambre. Et puis un jour, ce monsieur m'appelle et me dit mais en fait votre concours ça m'a l'air super et je vais transformer la lecture individuelle en un atelier de poésie. Il dit mais par contre j'en ai jamais fait. Et du coup on a créé un petit guide pour animer un atelier de poésie et il nous a écrit et on a fait des articles dans la presse parce que ça a été une vraie révolution et ces gens qui ne sortaient jamais de leur chambre, à qui on écoutait, enfin on qui parlaient jamais, voilà, on ne les sollicitait pour rien si ce n'est que pour assister à des animations. Et bien là ils ont eu la parole. Et ils n'ont pas eu l'intention de la laisser et ils attendaient chaque semaine avec impatience ce temps de parole, d'échange, parce que la poésie, ça a quelque chose de magique, ça relève de l'intime. Donc on va se livrer. Sophie Darel, vous en lisez, vous, des poésies, de ces jolis livres? Moi, je connais tout par cœur. Tout par cœur. Je vais pas vous... Non, pas tout de suite, mais je reviendrai la semaine prochaine. Et là, mais non, mais c'est formidable. Non, mais ce qu'elle fait, c'est formidable, parce que d'abord. Ah non, mais c'est très bien. Ah, mais c'est vrai, parce que on s'intéresse pas beaucoup aux personnes âgées, c'est vrai. Autant les enfants, tout ça, c'est mignon, tout, mais les personnes âgées, ça ennuie tout le monde, quoi. Donc, elle a décidé de faire ça. Je trouve ça formidable, quoi. Mais est-ce qu'il y a que les personnes âgées ou est-ce que l'isolement, ça touche un peu toutes les catégories de la population aussi? Là, on peut si on peut s'inquiéter, c'est que les jeunes souffrent plus de solitude que les personnes âgées. Ça, on le sait très peu. Et effectivement, les réseaux sociaux isolent en fait davantage. C'est-à-dire, on vit avec son écran, quoi. On vit avec son écrans, si on en a plusieurs. Et on perd justement confiance en soi dès lors qu'on en sort. Et ça, c'est assez compliqué. C'est là que la parole, elle prend tout son sens et que on doit revenir pour réapprendre à avoir confiance en soi et à pouvoir s'exprimer en public. Ça, c'est une vraie souffrance pour les jeunes. Vous avez, excusez-moi, allez-y. Non, je t'en prie. Vous avez pris des contacts avec des groupes, c'est pas grave, des groupes d'EHPAD, etc., pour que votre association soit diffusée dans ces EHPAD. Il y a des très gros groupes. Hein. Oui, tout le monde. Il y a beaucoup de groupes qui nous suivent et qui nous soutiennent aussi. Donc oui, les EHPAD se saisissent de cet outil, mais c'est pas les seuls. On est aussi dans le champ du handicap. Oui. Et voilà. Et l'idée, c'est en fait d'essayer aussi de pénétrer beaucoup plus dans les domiciles, puisque en EHPAD, Michel Drucker connaît bien ça, il y a que finalement 650 000 personnes qui y vivent. C'est énorme. Mais ça fait quand même 1% de la population. C'est 68 millions d'habitants, c'est pratiquement 1% de la population, c'est pas rien. Hein. Oui, mais imaginez le nombre de personnes qui sont seules à domicile. Qui ne voient jamais personne. Oui. Et là, il y a les associations d'aide à domicile qui peuvent être sollicitées. Voilà, il y en a énormément d'associations, et c'est vrai que si on peut faire le vœu, c'est que les auxiliaires de vie puissent avoir au moins 5 minutes pour ouvrir un téléphone, une tablette et pour présenter cet outil, le site Stop à l'isolement, pour que les personnes, elles aient aussi quelque chose d'intéressant. Il y en a certaines qui aiment surfer, qui ont de plus en plus, les personnes âgées ont Internet à la maison, mais finalement, elles savent pas trop sur quoi aller et parfois elles se font abuser. Donc l'idée, c'est que, au contraire, d'aller sur Stop à l'isolement, ça répond en fait à un vrai besoin, et derrière, on a aussi toute une action de prévention. Et du coup, on essaye d'accompagner sur une meilleure alimentation, sur faire de l'activité, on donne les numéros pour lutter contre l'isolement. Tous les numéros gratuits sont inscrits sur le site. Donc vous allez pouvoir trouver une solution aussi pour rompre cet isolement. Et pour les aidants aussi, puisque ça peut être un bon outil pour les aidants. C'est pas facile d'être aidant, et je rappelle que
âgés, même si ça fait peur, on va tous y arriver un jour, parce qu'il y a au moins une certitude, c'est qu'on va y arriver. Et handicapés, ça peut aussi arriver. Non, mais c'est évident. Je veux dire, il y a des accidents de vie qui font qu'à un moment donné, on peut se retrouver en situation de handicap. Donc c'est très important ce que vous faites, bravo. Et comment? Alors c'est une question essentielle. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Tu me l'as pas piqué là, Comment on peut vous aider? Comment on peut faire peut-être des dons? Parce que je sais que vous n'avez aucune subvention publique. Aucune. C'est rien du tout. Aberrant. Alors un appel. Est-ce qu'on peut vous aider? D'être avec la générosité publique. Aussi. Dites-nous alors. Alors d'une part sur le site vous pouvez faire directement Stop à l'isolement en un seul mot. Stopalisolement.fr. D'accord, au moins c'est simple. C'est simple. Oui, voilà. Et oui aux dons. Et oui aux dons. Voilà. Et alors, je fais un appel à tous les artistes qui écoutent cette émission, parce que en fait, ce que j'aimerais, c'est que vraiment on sollicite chaque année un parrain ou une marraine qui devienne en fait le parrain de l'année donc 2025, dont le thème est, alors là j'ai un gros trou, je me rappelle plus, là c'est le stress. Alors là tu me l'as pas dit, alors moi je suis nulle, là je ne sais pas du tout quel est le thème. Forcément un beau thème. Oui, non, mais la générosité, l'écoute, ça c'est celui de Gérald Garuti. Bon, c'est pas grave. Incroyable. Là, c'est vraiment le stress qui fait que je ne retrouve plus le sujet du jour. On trouvera tout ça sur le site internet de toute façon. Bravo. Alors vous êtes formidable. Donc voilà, en tout cas, je souhaiterais que un chanteur ou un acteur très en vogue, vienne, se propose d'être parrain pour cette nouvelle édition. Voilà, édition. Donc, Gérald Garuti, lui, c'est l'écoute, sa résolution. Et vous? Votre résolution. Votre résolution, parce qu'on va porter tout ça au sommet citoyen 12, 13, 14 juin à Lille. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour améliorer les choses? Alors, moi, je dis toujours une chose, c'est plus de solidarité. Voilà. Merci beaucoup Delphine Dupré-Lévesque, fondatrice de Stop à l'isolement et la marraine de l'association Sophie Darel. Merci beaucoup. Philippe. Gérald Garuti, fondateur du Centre des Arts et de la Parole. Merci beaucoup Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Tout de suite, Sud Radio à votre service. Juste après, les vraies voix du rugby avec François Trio et son équipe. Et nous, on se retrouve demain 17h avec Cécile de Ménibus pour les vraies voix. À demain.